Hop, paléomythique de Graham Ross, que ça ne doit pas se prononcer comme ça, alors en français c'est trad et édité par Patent Rigger Edition, 44,50, format A5, couve souple, tout plein de pages, puisqu'il y en a exactement 296. Et c'est bien rempli. Alors si on claire tout de suite, le sous-titre c'est un jeu de rôle de pierre et sorcellerie, et le titre c'est paléomythique. Il y a des informations importantes dedans parce qu'elles sont complètement, voilà, elles sont véridiques. On est à la fois sur voilà, un délire préhistorique et énormément de fantastique. C'est mythique. Et effectivement, pierre et sorcellerie, parce que bah, pierre, c'est pas en épée, voilà, tu combats avec des silex. Et puis sorcellerie, parce qu'il y a vraiment, voilà, la sorcellerie, la magie est importante. Où que c'est qu'on joue, tu joues sur un espèce de Pangée, mais vu que c'est pas sur Terre, c'est l'ancien continent de Mu, qui est super grand. Voilà, au nord, il fait très froid, il y a des montagnes enneigées. Au sud, il y a des déserts, vous voyez le trip. Et il y avait une ancienne civilisation disparue qui a justement laissé des gros restes. Par exemple, ça a battu des super grandes ruines. Ah, voilà. Ça, c'est pas une montagne, ça, c'est une construction sur une montagne. Enfin, on voit mal. Faut que je me cache pour que ça mette le. Ah, putain de caméra. Enfin, voilà, vous allez pouvoir trouver d'anciennes constructions, des vieux temples abandonnés avec des trucs louches. Voilà, des zones de pouvoir, des machins chelous. La mécanique est assez sympa, et puis enfin, bon, on en reparle après. On continue un peu sur le background, et puis bah voilà, vous allez jouer. En fait, le background déjà proposé, déjà créé est plutôt léger au sens t'as justement, t'as mu, t'as les 4 directions qui sont décrites, qui sont typées. T'as un gros bestiaire, t'as pas mal de bestioles, hein, aussi bien, enfin voilà, ça va du l'ours, aux scorpions géants, aux spectres et aux créatures voilà, fantastiques, parce que justement, hein, c'est un jeu où il y a beaucoup de fantastique, l'araignée géante, le mammouth royal, tout ça, longue corne. Il y a quelques coins de mu qui te sont décrits, mais t'as ça sur 2 pages. T'as une tribu qui est bien développée pour te montrer, mais t'as surtout des générateurs t'as du générateur de tribu, t'as de l'aide de jeu en fait pour bien créer ton environnement, bien le décrire. T'as de l'aide de jeu pour créer justement tes espèces de ruines antiques que l'auteur il délire, il appelle ça des paléo-donjons. Voilà, mais vraiment à chaque fois, on n'est pas très loin du moteur qu'avait expliqué le Grumpf sur les fonctions des pièces dans un donjon. Mais là, ça a été complètement repensé et puis c'est expliqué pour Paléomythique. Donc en fait, enfin, le mec s'y connaît. Voilà, moi, quand on a les mêmes rêves que Grumpf, je suis toujours un peu impressionné et conquis. Et puis voilà. Donc là, j'explique très mal parce qu'en fait, il y a beaucoup du bouquin. En fait, c'est les règles de création de perso, les règles tout court, le bestiaire et de l'aide OMJ. Et t'as un scénario en plus à la fin. Voilà. Et dans tout ce qui a aide OMJ, c'est vraiment aider à animer l'univers. Et c'est là-dedans, par exemple, t'as des tables pour les créations d'aventures. Voilà, création d'aventures typiques à paléomythique. Voilà, en 3GD, hop, t'as ton aventure qui se crée. Puis après, t'es parti. Bah tiens, justement, je tombe dessus. Par exemple, les voyages, exploration, commerce. Tu jettes 2d6, t'as la justification. Re2d6, t'as un site principal. Re2d6, t'as la difficulté qu'ils vont rencontrer. Et voilà. Hop, je prends les pages d'avant. T'as la même chose avec les types d'aventures. Conflit. Hop, je jette 2d6, je trouve le désaccord qui est source de l'aventure. 2d6 sur l'action des protagonistes et les problèmes. Voilà, c'est dans cette idée, ces petits moteurs qui aident bien. J'ai les tables aussi qui vont m'aider en fait les conditions météorologiques en fonction d'où tu es. Est-ce que tu es au nord, à l'est, à l'ouest ou au sud. Voilà, j'ai le point qui va m'expliquer les voyages. On m'explique bien que les cartes, là, c'est pas trop le truc de l'époque. Donc voilà, il y a vraiment un côté boîte à outils qui est bien fait. Parce qu'effectivement, on aurait pu s'attendre à ce que voilà, qu'il y ait ça du bouquin qui décrive l'immense continent de Mu. En fait, il y a un peu de description, c'est clair, je dis, il y a quelques lieux, par exemple, toutes les divinités du continent sont déjà abordées, les dieux majeurs. Voilà, ils sont clairement précis. Il y a un petit point qui va t'expliquer sur comment que c'est l'outre-monde, le monde des morts, en fait, le monde des esprits et des morts. Mais on n'est pas sur une immense description de background, on est plus sur, on pose une base de background et on donne des outils de développement. Voilà. Ensuite, la création de perso, parce que c'est un peu par ça que ça va commencer. Enfin, ça commence par l'intention, où en fait l'auteur t'explique bien dans qu'est-ce que paléomythique, que son trip c'était de prendre en fait, quand il a créé la pierre et sorcellerie, c'est de prendre le jeu d'épée sorcellerie et de le transposer à la préhistoire.
en remplaçant les pièces d'or par des pierres précieuses, en remplaçant les monstres par d'autres monstres mais plus préhistoriques, et puis en remplaçant les donjons par des préhisto-donjons, c'est-à-dire les donjons à explorer, soit des grosses grottes cavernes peuplées par des hommes bêtes ou des créatures cheloues, soit en allant explorer les anciennes ruines de l'ancienne civilisation perdue. Donc on est sur quelque chose en fait de très proche dans les mécaniques scénaristiques, dans un bon vieux Medfan, voilà, un bon vieux Sword and Sorcery, mais en version habillée préhistorique. Voilà, voilà. Et ça, c'est pas de l'interprétation, ça, c'est de la déclaration d'intention de l'auteur. Donc après, il t'explique justement brièvement l'ancienne mue. Hein, la présentation de l'ancienne mue, hop, c'est sur une page. Et après, on arrive tout de suite dans le système de jeu. Système que je vais prendre un peu de temps à vous expliquer. On va expliquer en même temps la création de perso, parce que c'est à la fois simple et plutôt pas mal du tout. Donc en fait, ton personnage, il va pas être défini par grand-chose, il va être défini par des traits, éventuellement des défauts, et puis des talents. Et c'est à peu près tout. Bon, il y a le matos aussi qui compte, mais bon, voilà, on est vraiment sur le cœur. C'est-à-dire, au moment de ta création de perso, tu vas choisir le nombre de traits que tu vas avoir. En fait, tu as 5 points max. Ouais, je vais vous montrer le tableau, tout expliqué comme de la merde. Voilà, tu vas choisir si tu as 1, 2 ou 3 talents, et en fonction de 1, 2 ou 3 talents, tu auras 5, 4 ou 3 traits. Sachant que tu peux rajouter justement des points en prenant des défauts au rythme de 1 pour 1. Donc au maximum, tu vas pouvoir te retrouver avec un talent de départ et 7 points de trait. Quand je dis 7 points, c'est un peu du mensonge, parce qu'il y a un nombre de traits fermés et ils n'ont pas de valeur numérique. Tu les as ou tu les as pas. Tu as agile, attrayant, chanceux, courageux, fort, habile, perspicace, précis, rusé, sage, vigoureux, volontaire. Il y en a quelques-uns, vous allez me dire, oh, c'est presque des synonymes. Tu as un tableau justement qui te dit bien ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Donc en fait, voilà. Moi, la lecture du truc, je me suis dit, ouais, il y en a, ça va être dur de savoir qui fait quoi. En fait, bon, c'est relativement très clair dans le jeu. Il y a un tableau qui te dit bien, voilà, quel trait est fait pour quelle action. Tu as les défauts qui vont avec. Tu as l'agile, il peut être pas, si t'es pas agile, tu peux être rien, ou tu peux être pâteau. Le sage, le défaut, c'est tu vas être ignare. Le précis, tu vas être approximatif. Voilà, on est dans cette idée. Donc, quand tu fais un test, parce que c'est là où je voulais en venir, tu vas prendre autant de dés que ton nombre de traits. Exemple, tu as choisi que tu n'avais qu'un talent, mais 5 traits. Quand tu fais une action, quelle qu'elle soit, tu prends 5 d 6. Tu jettes, si tu fais 1 6, tu as réussi ton action. À pas de marge. 1 6, c'est réussi. Si en plus, dans tes traits, il y a un trait qui correspond, du genre je fais une action de force et justement dans mes traits, j'ai dit que j'étais fort, tu gagnes un des bonus. Au lieu d'avoir 5 dés, t'en as 6. Voilà, c'est simple. Si plutôt qu'avoir le trait qui correspond à le défaut qui correspond à être tempérant, un système simple, et tu rajouteras à ça, petit détail rigolo, que tu n'as pas de point de vie. Quand tu te prends des blessures, tu coches tes traits et ils ne sont plus utilisables à la fois comme nombre de dés et comme nombre de ah en fait j'ai stress, je suis favorisé. Du genre si t'es blessé puis que ça endommage voilà, ton trait de fort, déjà là, au lieu d'avoir mes 5 dés, j'en aurais plus que 4. Et quand j'aurai un truc de fort, je pourrais pas dire j'ai fort. Non, j'ai pas fort. Mon attribut fort, il est blessé, donc du coup, j'ai pas. Donc du coup, tu as automatiquement, mécaniquement, le fait que plus t'es blessé, plus t'es un petit peu une merde au dé. Tu as aussi automatiquement le fait que tu ouais, mais alors c'est super fort les traits. C'est complètement vrai. Les traits sont méga forts. Je veux mec, c'est un max de points dedans. Là, j'oserais te dire, si tu as déjà plus de traits que de talents, ça devrait t'indiquer que les talents, c'est relativement cheaté. Et on va être clair tout de suite, les talents sont méta-cheatés. Les talents sont faits pour faire de toi quelqu'un de balèze. Et les talents, ça va regrouper à la fois les trucs de baston, voilà, il y a des talents de combat, les trucs en lien avec la nature, des talents qui sont appelés bestiaux, tu as des talents qui sont du type occupation, qui sont en fait tes classes de tribus. Tu as toute une série de talents magiques. Si tu es un chaman, un sorcier, des espèces de nécromants, bon ça s'appelle pas nécromant, mais bon, tu réanimes des zombies quand même, donc c'est un peu des nécromants, des trucs comme ça. Tu as de l'invocateur où tu vas lier et soumettre des esprits, et ça c'est juste un talent. Voilà, un talent c'est une putain de classe. Tu as des talents qui peuvent sembler en fait un peu plus légers, voire sociaux, genre tu as le danseur ou le conteur. En fait ton pouvoir c'est juste, alors la danse ça va être plutôt par le côté physique, alors que le conteur c'est plutôt par le baratin, mais c'est deux talents qui font pratiquement la même chose. C'est tu séduis les gens et les gens te prennent trop pour une star et ils te couvrent de cadeaux et de bols.
En fait, hop, t'arrives quelque part, déjà ça t'aide un petit peu à pas te prendre des caillasses. Ouais, non, moi je suis un conteur, je suis un mec sympa, je vais vous raconter des trucs. Et si t'arrives par le roleplay à générique, hop, tu vas y raconter des trucs, tu fais ton petit test de séduction. C'est pas un test de séduction, mais c'est pour simplifier, hein, ou le danseur, tu fais ta petite danse, machin. Et tu te fais grave des copains, et tu te fais tellement des copains que les gens, ils t'offrent des trucs. Voilà. T'as le dresseur de bêtes qui va tirer à lui automatiquement des bêtes, t'as l'ombre, espèce de méga ninja, les talents de combat par exemple relèvent bien ce côté cheat. Des joueurs qui veulent optimiser des machines à tuer dans les talents de combat, vous allez vous baver dessus, hein. Je me suis amusé à justement pousser les limites du système. Ouais, comme souvent un système simple, c'est là où il y a le plus d'abus qui sont possibles. Et il y a moyen de faire en fait avec le il y a un talent en fait qui te permet d'avoir 3 attaques supplémentaires à main nue, ce qui fait que seul mon personnage à sa création peut aller se 1v1 un mammouth à main nue. Ah, je déconne pas, ça a été testé statistiquement plusieurs fois, il y a de grandes chances que ça passe. La technique en fait c'est de prendre un maximum de traits, plus les défauts, mais les défauts qui n'interviennent pas en combat, et donc là tu arrives déjà avec une poignée de 7 dés, ce qui va faire que ta première action va être une attaque à 7D plus 1 parce que tu as le très fort qui rentre en compte dans les bagarres à main nue. Donc une première attaque ça va être à 8D et mes 3 attaques supplémentaires ça va être 7D, 7D, 7D. Il est important de prendre perspicace en fait pour les combattants, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est là-dessus qu'il y a l'initiative. L'initiative elle se passe, tout le monde fait un test. Les joueurs qui ont réussi leur test agissent avant l'ennemi, les joueurs qui ont échoué agissent après l'ennemi. Donc quand tu vas tatane à mammouth à main nue, il est important de jouer avant le mammouth. Sinon, ça peut mal se passer pour toi. Voilà, le mammouth, tu peux le 1v1 en fait si tu agis le premier. Sinon, déjà statistiquement, tu ramènes à peine moins ta gueule. Tout simplement parce que les PNJ marchent comme les PJ, à savoir que dès que tu commences à être blessé, l'impact est vraiment violent puisque ton pool de dés d'action diminue drastiquement. Et l'autre truc qui est important, c'est qu'en fait tu as réussi une attaque, tu mets automatiquement en point de dégâts. Il y a des talents qui te permettent d'en mettre un peu plus, ou tu as certains effets d'armes qui te permettent d'en mettre un peu plus. On voit ça après. Le truc, c'est que même quand il y a de l'armure en face, vu qu'on est sur la préhistoire, hein, l'auteur il dit bien c'est fait exprès, voilà, c'est une volonté du jeu. Les armures sont pas encore super efficientes, qui fait qu'elles diminuent les grosses blessures, mais elles annulent jamais rien. En clair, il faut qu'une blessure soit 2 points de blessure pour qu'une armure marche et enlève un point de blessure. Et encore, l'armure est mise hors d'usage. Tu peux avoir 6 morceaux d'armure maximum sur toi. Donc en clair, tu vas avoir 6 points de vie bonus qui ne fonctionneront uniquement si tu as des dégâts qui dépassent, enfin qui atteignent au moins 2, qui dépassent 1. Donc ça limite, voilà, ça limite. Ce qui fait bien évidemment que l'attaque à main nue à la Bruce Lee à mettre 4 tatanes, enfin 4 attaques à 1 point, fait que tu ne peux pas être réduit d'armure. Donc n'importe quel gros monstre, même si il a une armure naturelle de 3, je m'en fous, mes 4 points de dégâts vont passer. Et à 4 points de dégâts, ça veut dire que l'autre, il va avoir beaucoup de dés en moins à l'action. Les monstres, un truc que les joueurs peuvent pas avoir, tu as certains attributs qui peuvent être x2, x3. Voilà, s'il est très très fort, en fait, il aura 2 à 3 fois fort. Ce qui fait qu'il n'aura pas plus de dés. Par exemple, s'il a fort 3, agile, sage, il aura que 3 dés dans ses actions. Par contre, il devra se faire blesser 3 fois le très fort pour qu'il ne soit plus compté. Voilà, c'est une réserve de points de vie pour les monstres, mais du coup, ça se limitant que ça leur fait beaucoup moins de dés. Et bon, je suis dans les exemples de mammouth. Le mammouth, par exemple, il est beaucoup plus balèze, donc lui, quand il touche, c'est pas un point de dés, ils en fait 3 dans la gueule direct. Pour ça, en fait, il faut agir avant un mammouth, il faut lui mettre un maximum de dégâts pour qu'il ait plus beaucoup de dés et très peu de chances de te toucher, et tu lâches au deuxième round. Bam bam, c'est fini. Mais du coup, mécaniquement, on a aussi ce problème que face à beaucoup d'ennemis, t'as pas jet de défense, même si t'as beaucoup d'ennemis faibles, un gros balèze face à beaucoup d'ennemis, il va beaucoup moins ramener sa gueule. Tout simplement parce que voilà, s'ils sont 10, ils ont tous que 2d6, ça fait quand même 20d6 pour te niquer ta gueule. Tu risques de prendre. Voilà. Et puis toi, t'en buteras un ou deux, mais du coup, ceux qui restent vont t'achever. C'est une mécanique où en fait, la multiplicité d'ennemis faibles sera plus dangereuse statistiquement qu'un gros ennemi balèze. Ou alors le gros ennemi balèze, justement, il est tellement balèze que voilà, il va faire splash avec vos personnages. Donc voilà, c'est pas
c'est pas une faille du système, hein. Mais c'est du coup, c'est un système qui, comme souvent dans les systèmes simples et souples, on pourrait dire, ouais, mais alors du coup, en combat, on va tout le temps faire les mêmes choses. Et c'est là qu'il y a le petit truc, on voit quand même que le jeu a un petit peu été testé, et qui est intéressant, c'est que justement, les combats vont être pimentés, parce qu'il y a des manœuvres de combat. Voilà, donc en fait, on va pas tout le temps être dans le délire du oh, nous sommes face à un mammouth, vite, il faut agir les premiers, il faut te mettre un maximum de dégâts le premier round, et puis après on est tranquille. Parce que si tu appliques les règles de base, c'est ça, la limite du système. Mais justement, en fait, l'auteur il y répond parce que tu as un tas de manœuvres différentes qui peut être voilà, tu tournes autour de ton adversaire pour récupérer un peu ton souffle, puis récupérer un point de trait, tenter de le faire tomber, tout ça, tout ça. Voilà, tu as des manœuvres différentes. Et en plus, les armes, contrairement quand tu t'attanes à main nue, les armes vont avoir des effets supplémentaires quand elles font 6. Donc ton dé d'armes, faut que tu le distingues des autres dés normaux, parce que vu que l'arme, du coup, c'est un outil, donc par exemple, on va prendre mon débile, là, complètement cheaté, il a 7. Voilà. J'ai pris 7 dés, et j'ai qu'un talent, du coup, j'ai pris guerrier. Guerrier, ça me permet de faire plusieurs attaques, justement, quand j'ai une arme. Mais alors, les attaques bonus n'utilisent pas les dés bonus. Par contre, j'ai toujours ma première attaque qui agit normalement. Donc hop, j'ai mes 7 dés. Quand tu attaques aux armes, tu utilises courage. Donc j'ai mon 8e dé. Et j'utilise un outil adapté à mon action. Et j'ai mon 9e dé. Je pense que je vais faire mal. Et si en plus t'as le talent qui va avec du type berserk barbare qui tue, tes blessures aux armes passent à 2 points de dégâts. Mortel contre les gens sans armure. Hein. Je veux dire, en un round, 8 points, t'as pas grand chose d'humain qui survit. En fait, voilà. Il est où l'homme singe? Ouais, je dérive. Enfin, tout ça pour dire que la mécanique, du coup, va avoir 2 effets supplémentaires sur les combats, à la fois l'aspect stratégique, tactique que les joueurs vont choisir, les trucs spéciaux que les talents peuvent vous amener, plus les effets qui se manifesteront au hasard des armes, sachant que les armes n'ont pas du tout les mêmes effets. En fait, il y a un tableau d'armes où telle arme, ça va être une blessure en plus, telle arme, ça va être je nique une protection en plus, telle arme, ça va être je fais automatiquement tomber l'adversaire au sol. Voilà, donc vous allez déjà avoir aussi la petite stratégie avec quoi je m'arme. Parce que quand votre dé d'arme il fera 6, déjà ça sera une réussite, mais en plus il y aura effet spécial. Donc t'es content. Mais non, ouais, je pourrais aussi parler pas mal de temps des talents qui sont sympas, qui te placent en fait dans ta tribu. Voilà. Qui, du coup, en fait, tu as un rôle par rapport à la tribu, ça c'est pas mal. Bon, à chaque fois, c'est comme un don d'aider, hein. Ça te donne des règles spéciales en plus que tu es plus fort. Et puis alors les talents de magie qui, voilà, vous avez eu l'impression que vous allez devenir balèze avec des talents de combat. Oui, ok, tu fais un bon combattant. Mais alors, putain, les magiciens, les augures ont une série de talents rien que pour eux. Ça pose un peu la classe, c'est les prêtres, quoi. Hein. Tous les talents de magicien, c'est vraiment violent aussi. Enfin, tu peux faire un nécromant, voilà. Dans les talents bestiaux, il y en a un qui est bien sympa aussi, c'est le mangeur d'âme, qui est plus sympa dans l'esprit, mais qui est un peu décevant à l'usage. En fait, tu bouffes un adversaire, enfin, tu bouffes un macabé, et du coup, tu vas lui voler un trait ou un talent, mais tu le choisis pas. Voilà. Et donc, du coup, tu peux tomber sur un trait ou un talent que tu as déjà, et du coup, là, ça te fait rien. Et puis, du coup, il y a un temps maximum du vol. Puis, tu peux pas voler 2 trucs à la fois. Donc en théorie et sur un coup de chance, c'est vraiment très bon. Sur un coup de l'EMJ, tu l'emmerdes, il veut pas que tu foutes le. Enfin, toi, tu as eu la bonne idée qu'elle allait squeezer le Seigneur en faisant en bouffant telle personne, je vais lui voler son âme, puis j'aurai voilà, le talent qu'on n'a pas et qui va vraiment être bien pour accélérer le scénar. C'est pas toi qui choisis ce que tu vas gagner quand tu bouffes l'adversaire. Donc le MJ, non, ah bah non. Oh non, ouais, il est super balèze en cousage de chaussettes. Ouais, t'as un super nouveau timbre. Ça n'existe pas. Mais voilà, il va te donner un truc inutile, genre, oh, tu gagnes fort. Oh, mais je l'ai déjà. Raté ta stratégie. Donc voilà, mangeur d'âme, mais dans l'esprit, un talent super fun. Dans la pratique, un talent qui peut être déjoué au bon vouloir du MJ, comme il veut, quand il veut. Voilà. Quand t'as cru que t'allais avoir la bonne idée qu'elle allait foutre le scénar en l'air, le MJ va te faire, ah, oui, bien joué, bonne idée. Ça marche pas. Donc bon, c'est le petit talent sur lequel j'ai envie de me dire, alors que les talents sociaux peuvent paraître un petit peu beaucoup moins forts que les talents magiques et les talents de baston. Mais c'est oublier que c'est vachement important quand tu arrives quelque part et que t'es un étranger, pas de prendre trois coups de lance dans la gueule. Donc en fait, les talents sociaux sont pas du tout à mésestimer.
Mais sur une table en fait où le MJ et puis les joueurs on a un peu rien à foutre du côté socialisant des choses, ou dès que tu arrives quelque part, oh nous sommes des humains, vous êtes des humains, salut, on est tous copains. Ça va être, voilà, ça va dépendre en fait de comment votre table elle joue. Ça peut être à la fois les, voilà, si vous êtes en mode c'est ultra tendu partout dès qu'on voyage, c'est avec les talents géniaux qui vont faire la différence entre un groupe de morts et un groupe de héros. Si vous êtes en mode plus DD, on se promène partout, il n'y a pas de problème, on arrive dans un village, salut Jean-Paul. Le mec qui a ça, au bout d'un moment, il va dire ouais, mais en fait, je sers juste à générer du pognon pour le groupe, et voilà. Tandis que l'autre, c'est le boss des cavernes, il va tuer tout le monde. L'autre, c'est un super magicien qui, le chaman, il fait un rituel, il va dans l'autre monde. Enfin, ouais, t'as des trucs pour soumettre les esprits. Enfin, et moi, je suis juste le générateur de pognon du groupe. Ça peut être un peu décevant, mais ça va vraiment dépendre en fait des tables, de comment vous, vous prenez les talents et comment vous les mettez en place, tout simplement. Donc voilà. Un système qu'on pourrait croire à première vue. Moi, la première fois que je l'ai lu, hein, je me suis dit, putain, le système de combat, il est raté, on va tout le temps faire les mêmes actions, machin. Puis après, je me suis plus penché justement sur non, en fait, non, je suis con, j'ai zappé toutes les possibilités de manœuvres d'action. Et faut pas jouer sans les manœuvres d'action. Vraiment, pour ta première partie, à la rigueur, pour pas compliquer pour tes joueurs, puis il n'y a pas grand chose à compliquer. Voilà, pour ta première demi-heure de partie, au moment où ils apprennent les tests simples, machin, premier combat, tu le fais sans. Deuxième combat, tu commences déjà à introduire les manœuvres, parce que les manœuvres, c'est ce qui sauve le système de combat, en fait. Sinon, c'est taper plus vite, taper plus fort. Pas taper plus fort, ça sert à rien à cause des armures. Taper plus vite, mais je veux dire plus fort, la multiplicitude des petits impacts. Et là, honnêtement, t'as un mammouth, quoi. Alors qu'effectivement, dès que tu commences à faire, ouais, le mammouth lui-même, parce que les bestioles aussi hein, peuvent utiliser les manœuvres de combat. Il y a justement seulement certaines manœuvres de combat dans leur description. On dit bien non, ça c'est un truc pour voilà, des créatures qui ont un bon niveau d'intelligence. Mais voilà, tu peux faire tomber les armes de ton adversaire, tu peux faire tomber ton adversaire, tu peux ruser ton adversaire pour lui baiser la gueule. Enfin voilà, il y a des trucs importants. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans les manœuvres de combat, ils ont fait l'effort que ça dépende de pas mal de caractéristiques différentes. Par exemple, le sage, il va être immunisé au coup de pute de ruse. Parce que justement, t'es sage. Et tant que t'as le très sage, ça va passer. Le désarmement, si t'as le très chanceux, va t'immuniser. Parce qu'en fait, voilà, t'as un gros mouleux, et puis voilà, même si l'autre c'est un méga balèze du désarmement, t'auras de la chance et ça passera pas sur toi, tant que tu as le très chanceux. Donc ouais, un système de combat en fait plus subtil et plus sympa qu'on pourrait croire. Ne mésestimez pas, voilà, les manœuvres. Après c'est pareil, il n'y a pas 250 manœuvres, mais ouais, ça permet de nuancer et puis de faire que tous les combats c'est pas du tout les mêmes, parce que souvent avec un système très simple, très réduit, très léger, c'est le danger hein, de ce type de système par rapport au baston, c'est que ça devient vite, voilà, les joueurs calculent la stratégie optimale et puis ils appliquent tout le temps la stratégie optimale en fonction de l'ennemi. Voilà, ce qui peut un peu en plus, c'est un jeu qui est dans l'esprit de Paléomythique où t'as quand même pas mal, voilà, t'as de l'héroïsme, il y aura des bagarres dans pratiquement tous les scénars. Voilà, c'est comme dans un ADD, t'auras de la bagarre. Si les bagarres, c'est, je vais pas dire aussi chiant qu'un ADD, mais voilà, si c'est hop, on a une stratégie, on fait tout le temps la même. Au bout d'un moment, vos joueurs ils risquent de se faire chier. Là, avec les manœuvres et les stratégies et les pouvoirs spéciaux, il y a moyen quand même de temps en temps de surprendre vos joueurs et donc de vous faire plaisir et de leur faire plaisir. Est-ce que j'ai déjà parlé d'un jeu? Écrire un plan, respecter le plan. Bon, après, t'as tous les petits trucs spéciaux. On va t'expliquer un combat dans l'autre monde, le royaume des morts. Bon, c'est pareil, les règles sont claires. Ça marche comme dans la réalité. Voilà, il n'y a pas de truc à mana, truc bidule. Quand le chaman il va projeter son esprit, il arrive avec voilà son esprit, il a son apparence, ses possessions. Il peut amener des copains qui auront leur apparence, leur possession. Et les règles, ça marchera pareil. Voilà, c'est juste qu'effectivement, les blessures que tu as dans l'au-delà, dans l'autre monde, ça va apparaître comme un petit bleu sur ton corps physique. Et si tu crèves là-bas, tu crèves ici. Et oui, forcément, quand ton esprit est projeté, ton âme est projetée, si quelqu'un arrive et exigouille ton corps, et hop, t'es mort. Voilà, je vous ai fait les règles spéciales de l'outre-monde, hein, ça va vite. T'as les tableaux de rencontre dans l'outre-monde, donc qui sont plutôt simples. À chaque fois, des petits dessins très sympas. Là, il y a des très beaux dessins, mais moi, j'ai bien aimé en fait les petits dessins qui faisaient très préhistorique. Ouais. Un illustrateur qui est pas du tout, qui est pas dégueu. Hein. Il me semble qu'il y a des gens connus qui ont bossé pour du TSR Wizard of the Coast et compagnie. Donc ouais, il n'y a pas énormément d'illustrations, mais les illustrations sont sympas. C'est du bien fait. Même si, bon, alors,
c'est con, mais je préfère les illustrations d'ambiance, voilà, qui ont un petit côté préhistorique plutôt que les illustrations. Ah, t'as du gros balèze. Tiens, un dessin du truc, la danseuse, danseuse et danseur, quand ils font le collecte du pognon. Il y en a un où tu vois, il est plus loin. Ah, ça se pète bien, quoi. Bonjour, je suis un chaman. Le chaman, il a vraiment la classe. Mais c'est pas du tout ça que je cherchais. Je cherchais, voilà, celui-là. Quand t'as les mecs du Nord qui font négociation avec les mecs du Sud. Donc ouais, t'as vraiment l'impression des Vikings qui font coucou les Touaregs. Hein. Voilà, on est sur, ne serait-ce que les fantasmes de civilisation, on est sur les gros clichés. C'est pareil, t'as les PNJ qui, on a des chasseresses black qui contrôlent la classe dans des, voilà, un gros Razorback. Ah, tu vas pas faire trop le malin si t'es chargé par ça. Mais ouais, voilà. Dans tout le passage qui sont sur les tribus, alors là, je suis sur les divinités, je suis sur les petits lieux. Ça, c'est, enfin, l'air de rien, lieu étrange de l'ancienne mue. T'en as, voilà. Hop, t'as pas énorme, hein, t'as 2 pages et demie, mais au moins, voilà, t'as un bon support pour l'imagination du MJ, tu vois dans quel délire tu peux aller. Et puis les divinités de l'ancienne mue, c'est pareil, hein, t'as quelques pages, on va t'expliquer les lieux primordiaux, leurs idoles, leurs cultes. À chaque fois, en fait, c'est mis sur influence, idole, coutume, fréquence, adoration. Et puis on t'explique s'il est primordial ou s'il est dominant. Et puis après, tu as une flûte tripotée, voilà, d'esprits mineurs à droite et à gauche, mais tu fais bien ce que tu veux. Tout le truc sur les communautés à les PNJ. Bien classe, les chasseresses. Ah, quoi que ça sert que j'ai une cam si je sais même pas régler le truc. Enfin voilà, les illustrations sont vraiment classe. Après, après moi j'ai rien d'autre à vous dire en fait. C'est une bonne. Voilà, d'un côté, il y a l'aspect pour tout ce qui est joueur, création, règles, et de l'autre, bah, tu as l'aspect MJ avec tout le côté animation de l'univers, conseiller MJ, mais surtout des boîtes à outils pour les scénars, les lieux, les intempéries, les aléas, des générations d'aventures quand t'es pris sur oh merde, j'avais rien prévu, je sais pas quoi faire, ou ils partent dans un sens que ils veulent faire une expédition que j'avais pas prévu, hop, t'as l'étape pour. L'étape de tribus quand même qui sont très importantes parce que bah, créer des tribus, au bout d'un moment tu fais vite toutes les mêmes, enfin tu sais plus, bah, là t'as des tables de créa de tribus, c'est bien. Enfin, l'air de rien, ils avaient sorti ça pour un Shagard de Bloodless justement par rapport au Gadar des forêts du sud, parce que une fois qu'on dit ouais il y a plein de tribus différentes, un Tokamji, ouais merci ok donc je peux inventer tout, mais quand tu peux tout, tu peux plus rien du tout. Et c'est bien d'avoir voilà quelques petits outils qui te permettent de, puis une fois que voilà t'en as créé, tu prends le pli, mais ouais, quand on me dit tu peux tout faire, bah généralement tu peux rien faire. Et justement là on va t'aider pour que tu sois pas coincé là-dessus. Ouais, t'as les tableaux de croyances, de cérémonies, comment trouver un spectre. Enfin, c'est vraiment les dirigeants, les habitations, les tailles, les exemples de tribus, peuple des nuages, enfin des PNJ. C'est vraiment le côté MJ, t'as à la fois toute une boîte à outils pour animer le jeu, le bestiaire, et tu finis par le premier paléon donjon. Ouais, c'est pareil, la création de tes paléons donjons, on va t'expliquer la nature de la zone, l'éclairage, le sol, l'accès, ses caractéristiques, ce qui type les murs, les thèmes des pièces. Donc non, c'est vraiment les seules pages inutiles du jeu en fait, c'est variante de paléolithique où t'as premier passage où il te dit autant du Pléistocène, puis bon, mon jeu c'est quand même un bon gros délire, mais si tu veux être plus réaliste, il va falloir quelques changements. Ou là, bah non, c'est pas possible. En fait, en français, on a gourme. Et puis, sinon, moi, si vous voulez, vous pouvez utiliser mon moteur pour faire de l'esprit d'épée sorcellerie classique. Ce qui est vrai, hein, mais du coup, c'est vrai que tu as tellement déjà de jeux sur notre sorcerie puis de jeux classiques que prendre paléomythique pour retravailler le truc pour en faire autre chose. Enfin, la mécanique de base peut être rigolote, mais du coup, il faudrait réadapter les talents, enfin, c'est jouable, mais en fait, t'as déjà plein de jeux que c'est déjà fait. Donc voilà, et les seules pages qui m'ont pas convaincu, en fait, c'est les variantes de paléomythique, où j'ai envie de dire, m'en fous, non, si je veux jouer sérieux, enfin sérieux au sens fantastique bas, avec pas, voilà, pas d'émission, on part dans le monde des morts, voilà, demander à Bidule, machin, telle info secrète pour aller
dans le temple abandonné qui a déjà 8000 ans quand je suis en préhistoire, qui a été conçu par une race disparue, qu'on sait pas rien du tout dessus, qui est habité par des hommes bêtes, et que avec des scorpions géants qui m'attaquent sur le chemin. Voilà, bon, ça c'est paléomythique. Si je veux pas de ça, je joue Worm. Et si je veux jouer Sword and Sorcery, honnêtement, je vais prendre Barbarian of Lemuria. Voilà, un autre jeu simple qui roule, qui est rapide. C'est les seuls, voilà, 3 pages de perdu. Il va en paléomythique, non. Paléomythique est intéressant dans sa proposition de jeu, qui est justement du bon gros délire, un petit peu jeu à l'américaine, hein, on va pas se le cacher. Fast, Fun and Furious en version préhistorique. Voilà. Et l'aventure, ça s'appelle Captif des hommes bêtes, et on est dans une exploration de donjon. Bon, sauf que du coup, plutôt que rentrer dedans, ça s'appelle Captif des hommes bêtes, vos persos ils commencent, ah merde, on s'est fait capturer, et donc le but serait plutôt de sortir. Et puis voilà, puis après, tu as tout le côté exploration des terres, exploration des vieilles ruines. Donc tu as quand même un gros potentiel d'un point de vue exploration. Tu as tout le côté conflit entre tribus, tu as du gros potentiel. Tu as le côté les monstres nous emmerdent, tu as le côté des gros trucs magiques d'avant qui nous emmerdent. En fait, honnêtement, tu peux reprendre. Et c'est là, en fait, au tout début, hein, que j'ai lu le truc, quand j'ai des intentions de dire, je me dis, qu'est-ce qu'il a fumé quoi. Il nous a juste fait en fait du Medfan skinny préhistorique. Mais en fait, ludiquement, bah ça marche. Quoi. Voilà. Si t'es en mal de dire oh, qu'est-ce que je peux jouer à Paléomythique, mais en fait tu prends à peu près n'importe quel scénar de Medfan, tu le transposes à Paléomythique super facilement. Voilà. Des magiciens qui foutent la merde, il y en a déjà, des prêtres qui foutent la merde, il y en a déjà, des gros moments si tu veux, enfin. Après oui, forcément, tu n'auras pas le côté oh les sorciers rouges du taille. Tu t'amuses à prendre un truc très spécifique sur du background d'un jeu spécifique pour pas le nommer. Mais voilà, il te reprend en fait tous les poncifs et puis les trucs que tu aimes bien faire en Medfan en version préhistorique. Et donc, en fait, le sous-titre est vraiment. Voilà, faut pas le prendre. C'est pas un truc de pub accrocheur quand il dit que c'est pierre et sorcellerie. C'est vrai que c'est l'essence même du jeu. Voilà, essence même du jeu au sens oui, tu as de la pierre, oui, tu as de la sorcellerie. Et la référence, du coup, de prendre cette expression pierre et sorcellerie en référence au Sword of Sorcery est exactement ça. On n'est pas en fait sur un jeu préhistorique au sens sérieux historique. On est sur du pierre et sorcellerie. Ce qui n'a du coup rien à voir dans les propositions ludiques. À Paléomythique, tu vas aller tuer du scorpion géant. Toi et tes potes, vous allez bouffer du scorpion géant, sauver des tribus, faire les beaux vers les chasseresses, enfin, faites bien ce que vous voulez. Mais du coup, Paléomythique est une proposition de jeu à l'américaine, ça fait péjoratif quand c'était pas le but. Mais ouais, où il y a de l'héroïsme, où vous jouez des personnages qui sont tout de suite hors du lot. Si tu dois y transposer à du DD, tu commences, tes mecs, c'est déjà des niveaux 6. Quoi. Tu joues déjà des balèzes. Si tu sais bien construire ta team de personnages, vous commencez déjà avec des gars très balèzes. Après bon, faut la construire, faut un petit peu l'optimiser. L'optimisation, c'est pas toujours bien, mais bon, l'optimisation dans des jeux où tu peux vite crever, c'est pas le but. Mais c'est bien qu'il y ait comme un ou deux petits rapports, ne serait-ce qu'à on meurt pas tous défoncés dès qu'il y a 3 scopos géants qui nous prennent en embuscade. Hein. Sinon, tu vas en refaire le perso. S'il y a que des danseurs et des marchands et puis des compteurs, c'est cool, c'est ambiance, mais en fait, t'as aucune raison de traverser le désert, parce que sinon tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc voilà, non, il y a quand même un petit aspect sauvage qu'il faut un tout petit peu optimiser pour la bagarre et la survie. Puis sinon, vous faites plaisir. Hein. Voilà, vous faites plaisir, vous ressortez tous les poncifs que vous aimez bien de mettre fan, que vous adaptez à la sauce préhistorico pierre et sorcellerie. Vous faites des colloques enfin, les pierres précieuses, t'as l'impression que ça pousse sous les pieds d'un cheval, mais même ça, en fait, c'est complètement réaliste par rapport à notre monde. Mais là, on s'en fout, parce qu'en fait, c'est que des trucs qui datent de la civilisation d'avant, donc on s'en fout de comment c'est là. En fait, voilà, c'est là. Et puis du coup, les gens, ils ont peut-être hérité du côté, oh, il y a des préfixes parce que la civilisation d'avant, elle avait le concept de, enfin, tu sais pas, tu t'en fous, voilà. Le troc, c'est possible, mais en fait, t'achètes les choses ont des prix, même si c'est un peu plus subtil que ça, c'est une valeur générale indiquée pour, mais t'as même, pas indiquée pour les joueurs et le MJ, mais t'as même des marchands qui ont développé, par exemple, des systèmes d'écriture, bon, alors, en monomot, mais en fait, voilà, hein, même quand ton mot c'est qu'un dessin, c'est déjà un mot. En fait, le mot, c'est l'écriture, c'est pas l'invention de l'alphabet. L'écriture, c'est le fait qu'un symbole ait un signifiant. C'est de l'écriture déjà. En fait, les hiéroglyphes, c'est de l'écriture. C'est un petit peu.
Donc du coup, tu as déjà des marchands dans cet univers qui mettent voilà, des petits dessins précis pour dire ah, ça c'était l'ordre de prix, tel ordre de prix, tel ordre de prix sur les trucs qui trimballent, les trucs qui vendent. On a déjà inventé l'étiquette de prix. Voilà. Donc bon, on est sur du bon gros délire bien sympathique, décomplexé. Jouer décomplexé, jouer fun, jouer puissant. Voilà, si vous voulez, eh ben c'est Apple Hermétique, c'est pour vous le tout dans un habillage très sauvage, préhistorique fantasmé. Hein. Il y a... Des fois, j'ai presque retrouvé des petits parfums, c'est à cause du côté sur notre sorcerie, hein, un peu barbare dans Stumeria avec tous ces délires, voilà, des grands prêtres méchants, de civilisations perdues, enfin, voilà, il y a une touche, c'est du Sword of Sorcery habillé en préhistorique, et en fait, c'était exactement le projet de l'auteur. Voilà, tout simplement. Enfin, le mec, il te le dit dans ses premières pages, c'est ce qu'il a voulu faire, c'est ce qu'il a fait, effectivement. Sur ce, je vous laisse, bisous à tous, jouez bien.